Donc, comme je vous le disais, les praticiens hospitaliers, c'est effectivement un nouveau régime qui a pu voir le jour en février 2022 hein, dans l'ensemble des réformes du statut du personnel médical qui a eu lieu et l'ensemble de ces réformes du statut du personnel médical ont pour objectif aussi de permettre peut-être d'une part une rationalisation des dépenses faites en matière de rémunération, mais aussi d'autre part de permettre le rapprochement de la médecine de ville et de la médecine hospitalière, donc avec plusieurs effets là-dessus, hein, notamment sur les différents motifs de contrat. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui va impacter les praticiens hospitaliers. On pourrait même dire que cette réforme n'est peut-être pas celle qui a le plus impacté les praticiens hospitaliers. Praticien hospitalier, il n'y a pas gros changement, à part la suppression de cette qualité double. Hein. On avait d'une part un régime particulier qui concernait les praticiens hospitaliers à temps plein et un régime particulier qui concernait les praticiens à temps partiel. Hein, c'est ce régime, justement, hein, qui a pu être remis en cause, supprimé même complètement. Désormais, eh bien, on n'a plus le praticien hospitalier à temps plein et le praticien hospitalier à temps partiel, c'est-à-dire un qui effectuait 10 demi-journées hebdomadaires, dans la limite des 48 heures par semaine, bien entendu, hein, seule borne qui nous permet de déterminer le temps de travail du praticien hospitalier, et de l'autre côté, eh bien, jusqu'à 6 demi-journées pour le praticien hospitalier à temps partiel, en sachant que eh bien, un praticien, un médecin, eh bien, passer le concours pour être soit praticien hospitalier, donc titulaire à temps plein, soit praticien hospitalier à temps partiel. C'était deux types d'affectation. Une sorte de, pour ceux qui sont habitués aussi à ces terminologies, une sorte de temps non complet. Hein, c'est-à-dire qu'on avait prévu dès l'origine le recrutement du praticien hospitalier sur ce modèle d'emploi euh, à temps plein ou à temps partiel. Excusez-moi. Avec deux régimes juridiques, hein, le régime juridique donc du temps plein et celui du temps partiel, qui a été identifié comme tel dans le Code de la santé publique, euh, et qui permettait eh bien, de pouvoir recruter sur l'un ou l'autre type. Et si jamais un praticien à temps plein voulait occuper un poste de praticien hospitalier à temps partiel, il pouvait le faire, mais à ce moment-là, eh bien, il devait changer de poste. On était plutôt sur un système de mutation. Avec un poste disponible, avec le fait de se prononcer en faveur de ces éléments. Alors, c'est un concours hein, organisé par le Centre national de gestion. Là, on reste toujours sur la même chose, hein, c'est-à-dire le concours organisé qui après permet d'établir une liste d'aptitudes par discipline et cette liste d'aptitudes hein, qui est valable pendant une durée de 4 ans. Et la réforme, notamment hein, de février 2022, a aussi eu pour conséquence de eh bien, créer le système de régime unique de praticien hospitalier, avec désormais eh bien, plus de différence sur ce point-là. Un praticien hospitalier, donc titulaire, eh bien, disposera d'un statut unique et pourra eh bien, bénéficier d'une quotité de temps de travail située entre 5 et 10 demi-journées. Donc, on supprime ce double statut et par contre, on laisse la possibilité aux praticiens hospitaliers d'exercer entre ces 5 et 10 demi-journées hebdomadaires, 10 demi-journées hein, lorsqu'ils exercent à temps plein, bien entendu, et entre 5 et 9 demi-journées quand ils exercent à temps partiel. Donc, si jamais un praticien désormais veut exercer à temps partiel, il n'est plus obligé d'attendre qu'un poste à temps plein soit publié, puisque c'était le cas avant, hein, il fallait pouvoir bénéficier d'une nomination sur un poste à temps partiel. Ce n'est désormais plus le cas, mais on a effectivement maintenant eh bien, une possibilité de modifier sa quantité de temps de travail sans avoir besoin d'attendre la publication d'un poste. Alors, premier élément, et puis aussi, hein, vous pouvez avoir des praticiens hospitaliers qui vont avoir une quantité de temps de travail inférieure euh, à, euh, à ces 50%. Pourquoi? Parce que
vous auriez des praticiens hospitaliers à temps partiel qui étaient recrutés sous l'Ancien Régime à une quotité inférieure à 50%. Et à ce moment-là, eh bien, potentiellement, il reste cette exception de praticiens sous l'Ancien Régime, de praticiens à temps partiel, eux, qui vont parfois, alors c'est plutôt rare, hein, il en existe assez peu, mais parfois, dans certains cas, peuvent avoir bénéficié d'une nomination sur un poste de PH à 40%, eh bien, ils peuvent continuer à bénéficier de leur quantité de temps de travail initial. Donc, c'est toujours envisageable aussi d'avoir aujourd'hui dans les établissements des praticiens hospitaliers, 40%, en raison de cet élément-là lié à ce qu'il en était auparavant dans leur ancien régime. Et donc, eh bien, le premier élément le plus impactant, c'est cette fusion des statuts temps plein et temps partiel. Tous les praticiens hospitaliers en poste, hein, temps plein ou temps partiel, ont été intégrés en février 2022 dans le nouveau statut. Ils ont été intégrés dans le nouveau statut. À travers aussi cet élément, on a pu supprimer l'épreuve du concours de type 2, hein, aussi pour rationaliser l'accès des praticiens hospitaliers aux établissements, donc ce qui permet du coup l'inscription sur l'excès d'aptitude et ensuite nomination dans les établissements. Donc aussi à travers cette réforme-là. Hein. Et donc, eh bien, d'une part, en permettant la fusion des statuts à temps plein et à temps partiel, et en permettant d'autre part, eh bien, de supprimer l'épreuve de type 2, l'impact il a été multiple. Et on a permis aussi de rationaliser ces recrutements-là, notamment à travers eh bien, la possibilité d'établir un profil de poste. Un profil de poste du praticien qui va donc désormais avoir une information claire. Auparavant, il pouvait déjà disposer de cette information, euh, c'est-à-dire eh bien, la possibilité pour l'établissement de produire, dès lors que le praticien serait candidat à un emploi de praticien hospitalier dans un établissement, de bon, bah, déjà contacter le CNG qui reste l'autorité investie pour la nomination, mais aussi et surtout derrière de demander à l'établissement ce qu'ils attendent de la nomination du praticien sur le poste qui est ouvert de leur côté. C'est-à-dire que ce profil de poste va permettre à tout candidat à un poste déclaré vacant dans un établissement de pouvoir obtenir communication du profil de poste qui correspond à là où il voudrait être candidat pour avoir le plus d'informations sur l'établissement et sur le poste à pourvoir. Alors, nom et caractéristiques des établissements, bien entendu, en termes d'activité, de capacité, de spécialité du candidat aussi, mais de compétences souhaitées, de position qu'occupera le praticien dans la structure, la durée hebdomadaire des obligations de service, les caractéristiques des fonctions, le contenu des missions, hein, qui va permettre de préciser auprès du PH, candidat sur un poste déclaré vacant, de savoir exactement ce qu'on attend de lui. Alors, on pourrait attendre de lui d'être médecin, oui, c'est logique, mais eh bien, le fait d'avoir un profil de poste précis et qui permette au praticien, s'il est rempli et s'il lui est communiqué, de bénéficier d'un détail rigoureux de ce que l'établissement attend de lui, eh bien, ça va permettre aux praticiens de pouvoir intégrer un établissement par rapport à ses appétences, par ses compétences, certes, en matière de spécialité médicale, etc., mais aussi éventuellement ses besoins en termes de prise de responsabilité, etc. Hein. C'est aussi un élément qu'il faut aujourd'hui pouvoir prendre en compte. Et c'est pour ça que dans ce profil de poste dont vous voyez un extrait ici, eh bien, on va avoir des informations sur le pourcentage qui va être demandé par l'établissement en ce qui concerne les missions cliniques, mais aussi les missions médico-administratives ou les autres activités, hein, tout ce qui serait missions d'enseignement de recherche, fonctions managériales, fonctions institutionnelles, ce seront tout autant d'activités
qui vont être tracés dès l'origine dans le profil de poste, hein. C'est-à-dire que j'ai besoin sur cet établissement, dans ce service, et pour remplacer tel praticien qui est parti, un praticien hospitalier qui va pouvoir prendre en charge des missions institutionnelles, des missions de recherche, des missions d'activité partagée, hein. C'est dès l'origine dans le profil de poste. Et après, eh bien, tout ce régime là, il va falloir l'envisager à l'appui aussi de tous les autres dispositifs qui existent, qui ont été remis en place ou qui ont été remis un petit peu au goût du jour, hein. Que ce soit l'entretien annuel qui permet à la fois de savoir si le temps de travail du praticien hospitalier correspond à ses besoins qui ont été fixés à l'origine, mais aussi l'entretien professionnel dont on parlera après, qui permet de tracer l'activité, de voir si le praticien va pouvoir ensuite accéder à d'autres fonctions, s'il a envie d'accéder à d'autres fonctions, et si il va le pouvoir, est-ce que c'est recommandé, etc. Hein, donc ça va être la question aussi que le praticien et son chef de pôle ou son chef de service va pouvoir se poser à l'occasion de l'entretien professionnel, euh, dont on parlera tout à l'heure. Donc, dès l'origine du profil de poste, on va pouvoir identifier les différents besoins, les quantités de temps de travail allouées à certains types d'activités. Et ensuite, eh bien, on aura dans ces quantités de temps de travail certaines déterminations, certaines qualifications juridiques encadrées par et des règles notamment peut-être de cumul d'activités, peut-être aussi de position administrative, et puis, bien entendu, de détermination d'activités, soit d'intérêt général, soit de valence non clinique, hein. Donc, ça va être ces différents éléments qui pourront être qualifiés. Tout ce qu'on va voir là, c'est ces éléments qui vont être tracés dès l'origine du profil de poste pour que le praticien sache exactement ce qu'on attend de lui et donc qu'il n'y ait pas de surprise en la matière. Et donc, c'est ce profil de poste qui peut être demandé par tout praticien hospitalier à l'établissement, qui va devoir être rempli à l'occasion de la publication d'un poste vacant de praticien hospitalier. Mais je vous disais aussi que, eh bien, un des impacts, je dirais un des deux gros impacts de la réforme de février 2022 en ce qui concerne les praticiens hospitaliers, hein, donc les titulaires, eh bien, c'est aussi cette suppression de la distinction entre un régime à temps plein d'une part et un régime à temps partiel d'autre part. Le fait qu'on ait supprimé cette distinction-là, nécessairement, va avoir eh bien, pour conséquence de permettre aux praticiens en fonction non plus de postuler et se déclarer vacant sur un poste de praticien, soit à temps partiel, soit à temps plein, mais plutôt de demander le changement de leur quotité de temps de travail. Et c'est quelque chose qui va être possible et envisageable pour le praticien, hein. Alors, réglementairement, cette demande eh bien, doit être faite au maximum une fois par an. Et la demande de changement de quotité doit être adressée au directeur de l'établissement et au président de la commission médicale d'établissement, en sachant que forcément, on a une exception à cette demande maximale d'une fois par an, si les nécessités du service se justifient, et sous réserve, bien entendu, de l'accord du praticien et du directeur de l'établissement aussi, qui vont pouvoir être associés à cette prise de décision, hein. Donc, ils doivent rendre aussi leur accord dessus. Donc, le praticien, normalement, ne peut faire sa demande de modification de quotité hebdomadaire de temps de travail qu'au plus une fois par an. Et il doit le faire au moins 3 mois avant le début de la nouvelle quotité, hein, et à ce moment-là, il est autorisé et il va pouvoir bénéficier de cet accord de placement à temps partiel pour une période alors, supérieure à 6 mois au moins, et puis il pourra revenir à la quantité de temps de travail initial, en sachant que du coup, il va pouvoir renouveler cette demande de mise à temps partiel ou en réduction de quantité de temps de travail ou en augmentation de quantité de temps de travail. Il va pouvoir y retourner au bout d'un an, sauf à ce qu'il renouvelle sa demande en la matière de placement en temps partiel. Ah, donc, le praticien aujourd'hui, demander à l'appui de cette procédure à changer de quantité de temps de travail, forcément,
c'est une des conséquences de la mise en place de cette fusion des statuts entre le praticien à temps plein et le praticien à temps partiel. Alors, ça, c'est vraiment le changement de quotité sur demande, soumis aux nécessités du service, hein, qui est accordé par l'établissement. De l'autre côté, eh bien, on va avoir la possibilité aussi pour le praticien hospitalier de bénéficier d'un changement de quotité de droit si jamais, eh bien, soit d'une part, sa situation familiale permet de lui faire bénéficier des dispositions relatives au congé parental. À ce moment-là, eh bien, il pourra aussi bénéficier d'un temps partiel de droit pour eh bien, élever un enfant, ou sinon, eh bien, il pourra aussi bénéficier d'un changement de quotité de droit, hein, donc qui n'est pas soumis aux nécessités du service, qui ne peut pas être refusé par le directeur ou la directrice de l'établissement pour donner des soins à son conjoint, un enfant à charge, à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave, hein. Donc, c'est ce changement de quotité de temps de travail qui va correspondre aussi pour le PNM au congé de proche aidant, au congé de solidarité familiale, au congé de présence parentale. Et donc, le praticien hospitalier peut bénéficier d'un changement de quotité de temps de travail, donc de droit, hein, qui ne peut pas être refusé par l'établissement, aussi pour mener des études ou des recherches qui présentent un caractère d'intérêt général ou pour pouvoir bénéficier d'une formation. C'est aussi envisageable, c'est pas le plus courant, mais c'est tout à fait possible. Et s'il bénéficie pour un de ces trois motifs-là, d'un changement de quotité de temps de travail, donc de droit, eh bien, le fait qu'il soit intégré dans un changement de quotité de temps de travail de droit va lui donner la possibilité de revenir à sa quotité de temps de travail initiale, hein, qui aura donc baissé temporairement, euh, et qui pourra dépendre eh bien, de la durée pendant laquelle il a demandé cette quotité de temps de travail initiale, hein, c'est-à-dire si eh bien, la quotité de temps de travail initiale était celle du praticien moins de 6 mois avant, hein, c'est-à-dire que il souhaiterait, le praticien, bénéficier d'un temps partiel pour donner des soins à un conjoint ou à un enfant ou à un ascendant, il en bénéficie pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, il demande à revenir à sa quotité de temps de travail initiale parce que, eh bien, voilà, ça va mieux, ou pas d'ailleurs, mais dans l'un ou l'autre cas, eh bien, il pourra reprendre selon sa quotité de temps de travail initiale de droit, en raison du fait que, eh bien, ce temps partiel, au final temporaire, a duré moins de 6 mois. Si ça dure plus de 6 mois, eh bien, il va falloir qu'on étudie la possibilité de réintégrer le praticien dans ses fonctions en raison de ce changement de quotité. La demande va être faite au plus tard 2 mois avant la fin de la période, hein, de 6 mois, pour que le praticien puisse eh bien, envisager son retour, mais aussi, bien entendu, vous vous en doutez, que l'établissement puisse aussi anticiper ce retour du praticien pour le réaffecter dans ses fonctions. Euh, donc, on a ces éléments qui vont nous permettre de modifier cette quantité de temps de travail du praticien hospitalier. Alors, c'est pas le changement le plus impactant, même si bon, ça a un changement, j'imagine, dans votre pratique au quotidien en direction des affaires médicales. C'est sur le monde quotidien, mais somme toute, de manière assez simple, on peut envisager la procédure en la matière. Par contre, là où eh bien, on va avoir un élément qui peut être peut-être plus impactant, qui peut être déterminant aussi, c'est le moment où on va eh bien, devoir se poser la question de la titularisation du praticien, hein, puisque eh bien, là aussi, il y a un enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir eh bien, une réforme avec le décret de février 2022. On va avoir des éléments qui vont être mis en place en matière de période probatoire aussi.
hein. C'est-à-dire que eh bien, le praticien hospitalier, donc titulaire de l'administration, agent public quelque part aussi, hein, faut pas se tromper, eh bien, le fait que il soit titularisé après une période de fonction probatoire, de période probatoire d'un an, va aussi avoir été remis au goût du jour avec la création d'un entretien professionnel intermédiaire au bout des 6 mois d'exercice effectif de fonction. Et ça, c'est intéressant à plusieurs titres. Alors, c'est intéressant, le challenge premier de le challenge premier de cette procédure-là, c'est de pouvoir faire accepter aux praticiens d'étudier la possibilité pour leurs pairs, donc pour leurs collègues, euh, ou j'ai envie de dire subalternes, mais je sais qu'en général, eh bien, aux affaires médicales, les médecins ne considèrent pas leurs collègues, même s'ils sont au sein de leur service, comme étant des subalternes, hein, mais plutôt on a cet esprit, j'appelle ça souvent de cette manière-là, de compagnonnage, parce qu'ils ont cette philosophie de leur profession, très louable, mais qui va pouvoir s'opposer un petit peu à la mise en place de la période probatoire. Et bon, pas forcément de la période probatoire en elle-même, mais plus de l'entretien professionnel intermédiaire, puis final, puis la rédaction d'un compte-rendu, hein. Donc, on a deux problèmes d'application en général auxquels on est confronté dans les établissements. C'est d'une part la mise en place de cette procédure, parce que quelque part, il y a une conception de contrôle de ses collègues, et d'autre part aussi la potentielle lourdeur administrative de cette procédure, puisque effectivement, un compte-rendu doit être rédigé et un avis relatif à la décision de titularisation généré pour permettre ou pas la titularisation du praticien. Bon, c'est effectivement des écueils qu'on peut rencontrer. Alors, moi, je vous invite dans les établissements, si vous n'avez pas encore abordé le sujet, à le faire de manière très stratégique et à communiquer de manière fine, à réfléchir à cette communication pour permettre ou pas la mise en place du système, hein. C'est-à-dire, moi, je vous invite vraiment à alléger la lourdeur qui est présentée par le CNG, qui n'avait pas l'air d'anticiper le fait que les praticiens ne se concevaient pas comme des agents administratifs. Et donc, si on veut quand même réussir à atteindre quelque chose de réglementaire et qui corresponde à cette mise en place, il me semble que ça peut être une bonne chose que de le faire euh, d'une manière qui soit stratégique, qui soit euh, sereine et aussi pérenne en fin de compte, hein. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est voilà, introduire dans le quotidien, introduire dans les mécanismes des pensées, introduire cet entretien professionnel de période probatoire qui, pour le coup, est concentré sur l'évaluation du praticien en période probatoire. Alors, pour revenir à l'origine, vous connaissez, hein, l'objectif de la période probatoire, c'est de déterminer l'aptitude du praticien à son poste et la capacité du praticien à s'intégrer à une équipe. Donc, il nous faut, même si l'autorité investie par nomination, c'est le CNG, on a besoin des avis locaux, des avis de l'établissement qui sont requis pour titulariser justement ce praticien hospitalier. Euh, et le praticien hospitalier, à compter de sa nomination par le CNG dans un établissement, donc de son installation, il débute sa période probatoire d'un an, dès lors que c'est pas par la voie du changement d'établissement hein, qu'il est arrivé, mais plutôt en tant que primo-accédant. Et donc, il pourra débuter cette période probatoire dans l'établissement de première nomination, et quelle que soit sa quantité de temps de travail, hein, on n'a plus cette distinction-là. Alors, si on met en place un entretien professionnel intermédiaire au bout de 6 mois et un entretien final au bout de 12 mois, nécessairement, si on envisage ça, ça veut dire que dès l'installation du praticien hospitalier, donc dès qu'il débute ses fonctions et qu'il débute sa période probatoire, eh bien, il semble que un temps d'échange devrait être mis en place, même si euh, les dispositions réglementaires qui prévoient l'entretien en période probatoire ne le dit pas explicitement, mais ça semble assez logique de déterminer les objectifs attendus pour les 12 mois, voire même pour les 6 premiers mois.
hein, c'est-à-dire voilà, qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on attend du praticien hospitalier sur ces 6 premières périodes probatoires, qu'on soit en mesure au bout de 6 mois de contrôler ce qu'il en est, et puis éventuellement au bout de 12 mois de voir s'il y a eu une progression, ou au bout de 6 mois de faire un point d'étape. Hein, l'entretien professionnel intermédiaire peut être considéré aussi comme un point d'étape, et voir eh bien, si on a un besoin complémentaire entre les 6 et 12 mois, puisque forcément, eh bien, l'expérience grandissante, on peut faire évoluer ses besoins. Donc, une sorte de temps d'échange initial qui permet de fixer ces éléments de manière très succincte, hein. Peut-être même dans les établissements, vous pouvez accompagner les chefs de pôle ou de service à la détermination des éléments qui vont permettre de fixer ces objectifs initiaux, hein. Vous pouvez leur transmettre vous pouvez peut-être déterminer par service quels seraient les objectifs attendus, ou en parallèle du profil de poste que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, on identifie les besoins sur ce poste-là, et donc voir les capacités du candidat, donc plutôt du PH probatoire, à accomplir ces missions qui ont été prévues dans le profil de poste. Et donc ensuite, voilà, identifier ça dès le début, voir ce qu'on attend sur les 6 mois, éventuellement si dans votre établissement, vous voulez fixer, ce qui peut être intéressant, vous voulez fixer au niveau institutionnel, au niveau de l'établissement, des objectifs que vous fixez pour tous les praticiens en période probatoire. Ça peut être intéressant aussi de l'envisager de cette manière-là. Et comme ça, ce sera aussi plus facile pour les praticiens après de savoir exactement comment déterminer ces périodes et ces engagements, etc. Alors, l'entretien intermédiaire, non, n'est pas forcément transmis au CNJ, hein. Sauf s'il y a un gros problème, en fin de compte. L'entretien intermédiaire ne va pas être transmis au CNJ, mais d'ailleurs, en soi, le compte-rendu de l'entretien final n'est pas forcément non plus, hein. Je vais revenir dessus, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas lieu pour le CNJ de disposer des comptes rendus si les avis sont favorables. Il faut juste distinguer l'avis et le compte-rendu, hein, c'est-à-dire que le CNG ne va pas forcément bénéficier d'un avis au bout des 6 mois, sauf s'il y a des difficultés qui apparaissent au terme des 6 mois. Alors, l'établissement ou même le PH, ça peut être aussi lui, hein, qui éprouve des difficultés dans son poste, et ils vont en informer le CNG. L'entretien en lui-même, il va être transmis au CNG que dans l'éventualité d'un avis défavorable ou discordant sur la titularisation du PH au sein de l'établissement. Mais si les avis locaux sont favorables, a priori, ni le compte-rendu, même ni l'avis pour les 6 mois, mais le compte-rendu au bout des 12 mois ne va pas être transmis au CNG, hein, si l'établissement transmettra juste l'avis favorable à la titularisation, et le CNG pourra procéder de manière statutaire à ces éléments. Alors, juste avant de revenir sur l'issue des avis, c'est que là, on a 2 temps d'échange. Un temps d'échange au bout de 6 mois, un temps d'échange au bout de 12 mois. Bien entendu, je le reprécise, c'est toujours utile, il me semble, hein, de préciser que c'est bien un échange bilatéral sans la présence d'un tiers. C'est-à-dire que, eh bien, on est dans le cadre d'un échange assez libre entre 2 personnes et presque même confidentielles, qui doivent pouvoir échanger de manière assez libre, de manière, je dirais, privilégiée. On a tous vécu des entretiens professionnels et le fait de pouvoir suivre, pouvoir être aussi soumis à un entretien professionnel, c'est l'occasion pour un agent et pour son responsable d'échanger de manière assez libre sur la situation au sein du service. Je pense que là, on est complètement dans cet esprit-là, hein. Donc, je pense que c'est important aussi de communiquer sur cet aspect pour éviter qu'on pense que c'est vraiment du contrôle pur, hein. Non, c'est vraiment savoir si, voilà, si ça va de ce côté-là. Et voilà, pas besoin de passer 2 heures sur la- la- l'entretien probatoire, mais un minimum, hein, pour pouvoir remplir les besoins, hein, savoir si effectivement, à l'issue de cet entretien, eh bien, le praticien est bien dans les fonctions qu'il occupe. Est-ce que ces fonctions lui conviennent? Est-ce qu'il va pouvoir poursuivre? Est-ce que aussi, eh bien, il a d'autres envies? Est-ce que, bon, bien sûr, hein, sa valeur professionnelle va être étudiée, mais eh bien, on soit en mesure de savoir s'il a des souhaits en matière d'évolution institutionnelle, en matière de partage d'activités, en matière d'activités autres,
que des activités cliniques, hein. Donc, c'est, à mon avis, important de pouvoir le déterminer à cette occasion-là. Donc, voilà, garde à l'esprit que c'est vraiment un temps d'échange qui peut être conçu comme un moyen d'expression qui repose sur une écoute réciproque et constructive avec le responsable médical de proximité. Euh, donc, c'est toujours important de pouvoir le repréciser. Donc, si vous devez communiquer auprès des établissements, moi, je pense vraiment qu'il faut garder cet aspect-là de possibilité hein, d'échange qui va permettre de construire la pérennité de la carrière et qui permet aussi, hein, si jamais il y a une difficulté qui apparaît, d'intervenir assez rapidement. Alors, c'est déjà le cas, on pouvait intervenir s'il y avait une difficulté, mais là, on a cette possibilité quand même de le faire de manière construite et de le faire de manière tracée et transparente, hein, puisqu'il y a derrière potentiellement un compte rendu qui, dans le cas où ça se passe mal, pourra être transmis au CNG et donc vous aurez tracé tous ces éléments, en sachant que si la période probatoire ne se passe pas bien, elle peut être renouvelée pour une période d'un an donc de service effectif, avec à nouveau des temps d'échange à mi-parcours et puis à la fin de cette deuxième année euh, de stage probatoire qui pourra aussi être envisagé. Euh, alors, juste par précision, puisque voilà, c'est quelque chose aussi qui a été renforcé avec les décrets de février 2022, c'est que eh bien, les PH, les praticiens hospitaliers qui ont été installés à titre probatoire fin 2021 et donc normalement titularisés fin 2022, donc quelques mois, eux, ils devaient faire l'objet que d'une seule évaluation, comme c'était le cas dans les anciennes dispositions. Donc, s'ils sont installés fin 2021 et titularisés donc fin 2022, c'était les anciennes dispositions. Par contre, ce dispositif va pouvoir entrer en vigueur pour eh bien, les praticiens hospitaliers installés en période probatoire à l'été 2022. Donc, se posera la question à l'été 2023 de leur titularisation sur la base de ces deux évaluations, de l'évaluation de l'entretien professionnel intermédiaire et de l'évaluation de l'entretien final. Voilà. Donc, donc c'est vraiment à compter de se installer après le décret de février 2022 qui vont pouvoir aller dans ce sens-là. Bien entendu, il faut le faire accepter par les praticiens, par les chefs de pôle et les chefs de service surtout, parce que c'est eux qui vont devoir remplir tous ces documents, c'est eux qui vont devoir fournir toutes les informations auprès du CNG pour qu'ils soient en mesure de prononcer en tant qu'autorité investie de pouvoir de nomination, qui vont pouvoir intervenir et prendre la décision de titularisation du praticien hospitalier. À l'issue de la période probatoire, bien entendu, vous vous en doutez, on est toujours dans quelque chose de classique, hein, où, eh bien, soit dans la plupart des cas, hein, l'avis est transmis donc au CNG et le praticien hospitalier, dans la plupart des cas, va être nommé à titre permanent dans un poste de praticien hospitalier, bien entendu. Si un des avis qui est communiqué, chef de pôle, chef de service, président de la CME, directeur d'établissement, et donc adressé au CNG, ces avis, il y en a un qui est défavorable. On a donc avis discordant sur la titularisation du praticien hospitalier. Et à ce moment-là, eh bien, la commission statutaire nationale du CNG va être saisie pour qu'elle puisse prendre position sur le dossier du praticien. Et ensuite, il sera soit admis à prolonger la période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit éventuellement, c'est la commission statutaire nationale qui rendra un avis en ce sens pour que le CNG décide, eh bien, le praticien pourrait être licencié pour inaptitude à l'exercice des fonctions. C'est un arrêté du directeur général du CNG hein, sur la base des avis et comptes rendus qui ont été envoyés, parce que comme je vous l'ai dit, hein, si l'avis est défavorable, eh bien à ce moment-là, le compte rendu est transmis au CNG.
Alors, par rapport à ces entretiens de période probatoire, intermédiaire et finale, où je conseille quand même d'avoir une bonne communication dans les services et je conseille de mettre en place quelque chose à l'arrivée du praticien pour encadrer tout de suite ça, pour l'introduire aussi dans les mœurs, éventuellement simplifier aussi tous les documents dont on peut avoir connaissance en la matière, parce que vous pourrez trouver l'entretien professionnel de période probatoire euh, si vous en avez besoin, je peux vous le transmettre d'ailleurs à travers les différents documents. N'hésitez pas à contacter la NFH en ce sens, mais euh, vous pourrez trouver ces éléments aussi sur le site du CNG. Par contre, moi, ce que je vous invite à avoir à l'esprit aussi, quand on met en place ce type de choses, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif principal de cette procédure euh, qui eh bien, permet surtout de s'assurer que le praticien peut être titularisé dans ses fonctions, peut être titularisé en tant que praticien hospitalier à l'issue d'une période probatoire. Et donc, si c'est fait pour ça, eh bien, les différents documents qui normalement permettent à l'administration de s'assurer de la titularisation du personnel en cause, et donc notamment le modèle d'entretien professionnel de probatoire, eh bien, qui fait a priori selon le modèle initial du CNG de juillet 2022, hein, qui fait 8 pages, eh bien, soit je vous invite à le réduire pour le garder dans sa substance même, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de relever l'avis, éventuellement le compte-rendu, sur la base de ce qui est fixé au début, hein, c'est-à-dire au début du stage est fixé quelques objectifs de manière assez claire, qui vont avoir été réfléchis au niveau institutionnel, donc qui vont pouvoir être identifiés très rapidement et très clairement, sauf exception précise et au cas par cas. Mais voilà, on va pouvoir dès le début mettre ces éléments et au bout de 6 mois, un temps d'échange avec d'éventuelles observations, point, et au bout des 12 mois, nouvelles observations, à savoir s'il y a une évolution, s'il y a de nouveaux objectifs qui ont pu être mis en place, etc. etc. Voilà, donc vraiment quelque chose d'assez sobre, quelque chose qui peut-être ne prenne pas en compte l'intégralité du document mis à disposition par le CNG au bénéfice des établissements pour mener ces entretiens probatoires, parce que ça pourrait être tout de suite une levée de bouclier des praticiens hospitaliers et plus particulièrement de ceux qui occupent des responsabilités institutionnelles. Donc, y aller doucement. Mais par contre, y aller quand même. Y aller quand même parce que, je le dis souvent, mais il y a des changements qui s'annoncent, il y en a beaucoup, des changements qui s'annoncent pour les praticiens. Je pense hein, qu'on est vraiment dans un changement de paradigme en la matière et donc potentiellement il pourrait y avoir d'autres situations qui arriveraient après. Donc il vaut mieux s'habituer tout de suite au fait que eh bien il y ait des réformes qui soient mises en place et il y ait une modification un petit peu de la conception aussi hein, de l'activité du praticien. Donc voilà, l'avoir juste en tête et toujours garder à l'esprit aussi hein, que eh bien l'autorité compétente pour mener cet entretien, même si c'est le CNG qui était l'autorité investie pour la nomination, c'est l'établissement d'affectation, bien entendu, et le responsable médical de proximité qui va pouvoir eh bien, mener cet entretien. Et en sachant qu'aujourd'hui, même si on a des praticiens hospitaliers qui exercent en exercice partagé, c'est bien l'établissement dans lequel il exerce la majorité de son temps de travail que le praticien sera soumis à cet entretien probatoire. Parce que vous le savez en plus, hein, aujourd'hui, un praticien stagiaire peut aussi exercer de manière partagée et donc, eh bien, ce sera l'établissement dans lequel il exerce la majorité de son temps de travail qui va pouvoir prendre en charge cet entretien probatoire. Bien entendu, si dans le cadre d'un exercice partagé, le chef de service, chef de pôle hein, de la structure interne du praticien en période probatoire va pouvoir quand même prendre la tâche de l'autre responsable médical dans lequel est exercé, donc dans l'établissement dans lequel est exercé l'exercice partagé, forcément pour avoir un avis complet sur la situation. Euh, le texte a aussi entendu prévoir que si jamais eh bien, le chef de service n'était pas présent,
ce serait le responsable de la structure interne d'affectation, voire le chef de pôle qui allait pouvoir mener cet entretien. Donc, c'est prévu. On a même aussi le fait que, eh bien, s'il y a une difficulté entre le praticien hospitalier et son responsable médical direct, le chef de pôle pourra mener l'entretien. Alors, c'est intéressant parce que pour le personnel non médical, c'est pas quelque chose qui est réglementairement prévu. Là, c'est prévu la possibilité de faire mener l'entretien par une autre personne si jamais il y a une difficulté quelconque. Ce qui n'est pas inintéressant non plus de le prévoir à l'avance, mais ça montre bien aussi les garanties avec lesquelles on entoure cette procédure d'entretien probatoire et toutes les autres procédures qui sont mises en place au bénéfice des praticiens hospitaliers. C'est qu'on met en place ces mesures-là. Par contre, comme on sait que potentiellement ça peut être difficile dans leurs éventuelles mises en œuvre et dans leur réception par les professionnels en cause, je trouve que il y a suffisamment d'éléments de garantie qui ne peuvent pas confiner au contrôle, qui sont tout autant d'arguments permettant de faire accepter ces procédures-là auprès des praticiens et des médecins. Donc, le fait d'introduire cette possibilité, je pense que c'est intéressant et c'est important de l'envisager de manière progressive, donc le plus tôt possible pour l'introduire. Mais je ne dis pas que c'est facile, hein, je dis surtout que c'est beaucoup de communication là-dessus. Beaucoup de communication et peut-être aussi un peu plus de travail pour la direction des affaires médicales qui va être chargée à la fois d'expliquer ces différents éléments de mise en œuvre, mais aussi de permettre quelque part, pour éviter que ça représente une surcharge de travail pour les praticiens, qui va devoir faire le travail en amont de remplissage, éventuellement de ces comptes rendus, de ces avis, hein, pour que on ait tous les éléments qui soient rapidement remplis et qu'on ne perde pas l'objectif de vue qui est de pouvoir tracer le début de carrière du praticien pour savoir si effectivement eh bien, on peut ou on doit le titulariser au sein de notre établissement. Si vous le souhaitez, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec la NFH pour éventuellement que je vous transmette certains modèles là-dessus, et notamment, eh bien, peut-être des éléments de langage qui vous permettent après, dans les établissements, de faire accepter aux praticiens cette procédure-là. Il faut toujours la voir avec le bon côté des choses, où ça va permettre de faire évoluer le praticien aussi dans cette fonction, de prendre mieux en compte ses besoins en matière d'activité ou autre. Je pense que c'est toujours très important. Alors ça, c'était un changement, alors, deux changements principaux en matière de statut et de carrière pour les praticiens hospitaliers. Ce sont ces deux éléments de changement de quantité de temps de travail qui est le pendant de la fusion des statuts entre le statut à temps partiel et le statut à temps plein. Et de l'autre côté, eh bien, la mise en place de l'entretien de période probatoire intermédiaire et final, qui permet de s'assurer du souhait du praticien de poursuivre dans cette voie-là. C'est l'objectif principal de cette procédure. En matière par contre, d'émoluments, hein, pas gros changement à l'arrêté du juillet, même s'il a revalorisé maigrement cette rémunération, on le voit ici, sur la carrière du praticien hospitalier, on a cette progression qui peut être déterminée. Donc on voit par exemple, que le praticien contractuel qui a une rémunération qui va normalement, hors motif 2, ne pas dépasser le niveau du 6e échelon du praticien hospitalier, alors que, pour le coup, le motif 2 peut dépasser le niveau du 13e échelon. D'où l'intérêt de pouvoir en parler, c'est que eh bien, si la rémunération effectivement du praticien recruté sur la base d'un motif 2 dépasse le montant de la rémunération d'un praticien hospitalier 13e échelon, plutôt bien avancé dans sa carrière du coup. Alors que le praticien hospitalier va avoir potentiellement des activités institutionnelles ou autres. Ça veut aussi dire que le praticien recruté sur un motif 2, comme je dois fixer des objectifs permettant le bénéfice de la part variable de sa rémunération, eh bien, ça va être aussi potentiellement des objectifs institutionnels. Des activités non cliniques aussi, une participation certes à la permanence des soins, mais aussi aux activités administratives de l'établissement, à la construction de l'établissement. Donc, c'est peut-être aussi une manière de
mieux associer les professionnels qui vont travailler au sein des établissements et pour ne pas que les praticiens hospitaliers ressentent une certaine forme, peut-être pas d'injustice, mais le souhait de travailler pour avoir une rémunération plus élevée en ayant moins de responsabilités, ce qui peut effectivement s'entendre de la part des praticiens hospitaliers. On va avoir d'autres mécanismes qui vont nous permettre de fidéliser un petit peu leur investissement, leur engagement, etc. Notamment, hein, comme vous le voyez à gauche, hein, l'indemnité d'engagement de service public exclusif, euh, la prime d'exercice territorial, éventuellement dans le secteur psychiatrique, l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison, et puis après, eh bien, la prime de solidarité territoriale qui a été envisagée pour rémunérer un nombre de demi-journées effectuées dans le mois et qui permet de compenser la plupart du temps les besoins en matière de rémunération qui dépasseraient les plafonds fixés réglementairement ces derniers temps. Voilà, bon. Pour le praticien hospitalier, hein, comme je vous l'ai dit, hein, les changements sont assez sommaires sur ces points-là, mais des différents impacts quand même dont il faut pouvoir parler, puisque, eh bien, comme je vous l'annonçais un petit peu en creux, c'est que il peut y avoir des différences et un ressenti de la part du praticien qui va justement se positionner sur ce plan-là. Hein, le praticien va percevoir des émoluments élevés à un certain montant et il peut eh bien, vouloir que ce soit un petit peu plus que la grille, puisque au final, un praticien contractuel recruté sur la base d'un motif 2 pourra bénéficier de plus. Hein, et si en plus il a moins de responsabilités, bah, on peut l'entendre, hein, c'est logique qu'il y ait. Mais justement, c'est que eh bien, si on peut avoir ce type de logique qui vont nous être énoncées, ce qu'il faut mettre en avant, c'est certaines possibilités, et notamment à travers les différentes positions administratives dans lesquelles on positionne les praticiens hospitaliers. Puisque vous le saviez, j'imagine, vous deviez en avoir, des praticiens hospitaliers, notamment détachés en disponibilité, qui, eh bien, en détachement, étaient détachés sur un poste de clinicien, qui leur permettait aussi de dépasser le plafond de rémunération qui était le leur, ou même éventuellement des praticiens qui étaient en disponibilité et qui donc étaient recrutés sur la base d'un contrat, notamment de clinicien. Et donc toute la question et tout l'enjeu, c'est de se demander si aujourd'hui, ça peut être le cas aussi, avec le motif 2, le statut de, j'ai envie de dire, nouveau clinicien. Alors, donc, on va pouvoir aussi se pencher sur cet élément. Alors, d'abord, voyons des positions assez simples, hein. On ne parle pas que d'une seule position, notamment la mise à disposition de manière assez simple, même si elle a été maigrement impactée un peu, mais de manière assez logique. Le praticien peut faire l'objet d'une mise à disposition, hein, d'un établissement public de santé, d'une administration, d'un établissement public de l'État aussi, collectivité, etc. Même groupement d'intérêt public ou groupement de coopération sociale, médico-sociale. Et c'est sur la base d'une convention de mise à disposition, hein, de MAD, passée entre les deux établissements concernés, on va pouvoir prévoir la rémunération inversée, peut-être aussi l'exonération totale ou partielle de la rémunération temporaire ou permanente, du remboursement de cette rémunération aussi du praticien. Donc du coup, c'est ce que ça va permettre de pouvoir être mis à disposition. Alors, la durée maximale de la mise à disposition, on a une durée portée à 1 an maximum, alors qu'avant c'était 6 mois, avec un renouvellement par avenant, hein, dans la limite de 3 ans au total de la mise à disposition, comme pour le PNM d'ailleurs. Mais c'est dans la convention que l'établissement va pouvoir fixer la durée de celle-ci et pouvoir expliciter un petit peu sa mise en œuvre et les différentes relations avec les établissements d'origine ou de destination.
Ce qui est important aussi, c'est que, eh bien, dans le cadre d'une convention de mise à disposition, si on prévoit tous les éléments qui sont liés au versement d'une prime d'exercice territorial ou d'une prime de solidarité territoriale, eh bien, il faut pouvoir l'expliciter aussi. Hein. Et à ce moment-là, ce sera normalement pas une convention de mise à disposition, mais plutôt une convention d'activité partagée. Je trouve que c'est toujours important et plus rigoureux de faire la différence entre ces différents régimes juridiques, puisque ce ne sont pas les mêmes. Alors, l'exercice partagé et la mise à disposition ne répondent pas aux mêmes exigences. Alors, on peut se faire confondre les deux, parce que c'est vrai que c'est très proche et très spécifique, mais non, justement, ils ont chacun normalement leur régime juridique. Donc, bien identifier aussi cette différence-là entre ces deux systèmes. Au-delà de ça, eh bien, vous savez que le praticien hospitalier, de la même façon, peut bénéficier aussi d'un placement en recherche d'affectation, soit auprès du CNG, notamment s'il en fait la demande, hein. Ça va plus dans son établissement où il arrive au terme d'un droit à congé maladie et on doit envisager eh bien, sa reconversion professionnelle, ou tout simplement pour d'autres raisons. Ça va plus, il peut être en situation d'insuffisance aussi, et à ce moment-là, eh bien, on doit envisager cette reconversion. Et donc, il pourra aussi, hein, d'office, être placé en recherche d'affectation. Euh, Après, dans la plupart des cas, c'est plutôt aussi une restructuration, une fermeture de service qui va permettre de prononcer le placement en recherche d'affectation du praticien hospitalier, en sachant que dans cette position, le praticien hospitalier continue à percevoir ses émoluments euh, et il est payé par le CNG, donc pendant une durée maximale de 2 ans, euh, puisque eh bien, au terme des 2 ans, il va quand même falloir envisager la réintégration du praticien dans un établissement et éventuellement, s'il y a moins de 3 offres d'emploi qui lui ont été présentées dans les 4 mois qui suivent le terme de la période de recherche d'affectation, eh bien, on va le nommer en surnombre parce que on n'aura pas trouvé des éléments supplémentaires, hein, et donc il faudra pouvoir réinsérer le praticien hospitalier dans un établissement. Alors, si c'est d'office, placement en recherche d'affectation, le directeur de l'établissement peut placer le praticien d'office en recherche d'affectation, même si c'est auprès du CNG. Comment ça se fait? Bah, c'est notamment en matière de fin de congé pour raison de santé, euh, où on va pouvoir placer le praticien. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, eh bien, on a aussi la disponibilité d'office pour raison de santé. Hein, on bénéficie des praticiens hospitaliers, mais la recherche d'affectation, vu que le praticien continue à percevoir sa rémunération et que on le fait aussi dans le cadre de son adaptation, de sa reconversion professionnelle, on pourrait considérer cette période de recherche d'affectation aussi comme une période pendant laquelle on va envisager le reclassement du praticien hospitalier. Donc, du coup, eh bien, on va pouvoir envisager son reclassement, son repositionnement, une formation peut-être à son bénéfice. Donc, il y a l'intérêt à envisager ce placement en recherche d'affectation et le directeur de l'établissement peut le prononcer, mais il a compétence liée en la matière, puisque à la fin du congé seulement, d'un congé maladie, le directeur pourra le faire et pourra placer auprès du CNG, en informant le CNG, bien entendu, de ce placement en recherche d'affectation du praticien. Euh, donc, soit d'office par le directeur en raison d'une fin de congé maladie avec possibilité d'envisager une reconversion, soit d'office par le directeur général de l'ARS aussi en cas de restructuration ou de suppression d'emploi. Donc, recherche d'affectation auprès du CNG qui permet de bénéficier de sa pleine rémunération pendant une période maximale de 2 ans. Alors, là, vraiment, on est dans des positions spécifiques, mais revenons sur des positions plus connues, plus classiques, telles que par exemple le détachement. Hein, vous le savez aussi, le praticien hospitalier peut bénéficier d'un détachement sur une période de 5 ans ou plus tard, puis après être renouvelé aussi, hein, donc renouvelé par période de 5 ans ou plus, hein, et à chaque fois renouvelé sur cette base-là, en sachant qu'il n'y a pas de limite en termes de nombre de renouvellements sur les 5 années. Hein, et le détachement, donc prononcé sur demande, le détachement d'office ne peut être prononcé que si l'intérêt
du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de la même discipline et qui comporte une rémunération équivalente et qui est dans un établissement public de santé. Donc, le détachement d'office, des cas assez limités qui peuvent être envisagés. Sinon, c'est sur demande et ce sera auprès de différentes structures publiques, auprès de différents établissements qui pourra être prononcé. Pas de problème majeur en matière de détachement du praticien hospitalier, si ce n'est eh bien, le fait que, je vous en parlais tout à l'heure, le praticien eh bien, hospitalier avait la possibilité à l'origine de bénéficier d'un détachement sur un contrat de clinicien. C'était l'article R6152-51, le neuvième de cet article, hein, qui a été abrogé en février 2022. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de procéder au détachement du praticien hospitalier sur un contrat de clinicien, parce que le clinicien n'existe plus, mais eh bien, on ne peut plus détacher un praticien hospitalier sur un statut contractuel, y compris au motif 2. Hein, c'est un des objectifs aussi de cette réforme de février 2022, et donc c'est plus possible de l'envisager. En sachant par contre que si un praticien hospitalier est détaché sur un contrat clinicien au 7 février 2022, donc à la date d'entrée en vigueur de tout le dispositif de réforme à l'égard des praticiens, si à la date de la mise en œuvre de la réforme, il y a certains praticiens hospitaliers qui sont encore détachés sur un contrat de clinicien, ils peuvent poursuivre leur fonction pour la durée restante du contrat de détachement. Et puis au terme, eh bien, ils vont réintégrer le statut de praticien hospitalier. Si c'était moins d'un an de détachement, là du coup, on ne devrait plus être dans ces situations, hein, mais si c'était moins d'un an de détachement, il va pouvoir reprendre son poste antérieur, le praticien hospitalier, qui réintègre à la suite du détachement. Mais aucun nouveau détachement sur le fondement d'un détachement sur un contrat, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, ce n'est plus prévu par les dispositions du Code de la santé publique. Et d'ailleurs, il y a un impact puisque si jamais j'ai un praticien hospitalier qui est en retour de détachement et que j'ai pas de poste disponible à lui proposer, eh bien là, on va être aussi dans un cas que vous connaissez, j'imagine très bien, de disponibilité aussi, hein, qui va pouvoir être envisagé au bénéfice ou détriment, tout dépend du praticien hospitalier, de disponibilité d'office, à la fois pour raison de santé, euh, bien entendu, hein, à voir si on est plutôt dans la recherche d'affectation ou dans eh bien, la disponibilité en fonction des cas, hein, en sachant que la recherche d'affectation sera beaucoup plus dirigée vers une reconversion professionnelle ou un déplacement dans un autre établissement. La disponibilité d'office, soit on se dirige forcément vers une retraite pour invalidité, soit on est plus en local sur une décision d'aménagement en poste ou de reclassement. Mais en tout cas, elle peut être prononcée aussi pour raison de santé. Alors, les deux autres cas pour lesquels elle est plutôt prononcée, c'est déjà le cas dont on parlait juste avant, avec ce détachement et cette réintégration à la suite d'un détachement qui ne peut être effectué en raison du défaut de poste vacant, donc il sera maintenu en disponibilité. On a aussi une disponibilité d'office qui existe, hein, c'est que le praticien a été interdit de manière temporaire à exercer, et donc il est placé en disponibilité d'office pour l'une de ces trois raisons, et pour une période d'un an dans la limite de 3 ans. C'est une durée aussi qui est fixée, hein, qui est assez courte pour le coup, en sachant que pour le PNL, c'est une durée de 4 ans maximum de disponibilité d'office, notamment pour raison de santé. Donc, on est à peu près dans les mêmes proportions. Bon, ça c'est la disponibilité d'office, ce qui est assez rare, mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que eh bien, la disponibilité d'office, c'est quelque chose qui eh bien, euh, euh, impose aux établissements de prononcer puisqu'il y a une compétence liée, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a une interdiction temporaire d'exercice, il y a une fin de congé maladie, il y a une absence de poste vacant. Donc du coup, forcément, compétence liée, on doit prononcer la dispo d'office sur la base de ces éléments. Je vous le disais d'ailleurs pour le détachement, hein, si jamais l'agent eh bien, doit être maintenu en disponibilité parce qu'à la suite de son détachement, on n'a pas 3 postes vacants, mais c'est aussi parce que à la suite du détachement, le praticien aura potentiellement refusé 3 postes. Hein.
C'est-à-dire que, par exemple, on vient de le voir en recherche d'affectation, le praticien, on va lui proposer des postes qui permettent d'être réintégré, d'être converti, etc. On doit lui proposer 3 postes. S'il refuse ces 3 postes, on va aussi le maintenir en disponibilité. Hein, ce ne sera pas faute de postes vacants, ce sera faute d'acceptation des postes qui ont été proposés. Et de la même façon, la disponibilité pourra être accomplie et renouvelée tous les ans dans la limite de 3 ans. À côté de cette disponibilité d'office, on va avoir la disponibilité sur demande, que vous connaissez bien, pour études, recherche, compétences personnelles, formation, qui ont toutes une durée différente, hein, toujours une durée initiale, puis une durée limitée sur l'ensemble de la carrière, sachant que pour compétences personnelles, hein, on est dans la limite de 10 ans, comme pour le personnel non médical. Mais les praticiens hospitaliers peuvent bénéficier d'une disponibilité, notamment pour formation, à raison d'1 an par 6 ans d'exercice de fonction de praticien hospitalier. C'est-à-dire que, eh bien, en fonction de l'expérience et de l'ancienneté du praticien hospitalier, son droit à formation pourra être plus important, puisque tous les 6 ans d'activité, eh bien, on compte 1 an de droit à la formation. Enfin, donc, un praticien hospitalier qui travaille depuis 18 ans dans un établissement aura 3 ans de droit à disponibilité pour formation. Très simple. Et donc, au-delà de ces dispos d'office sur demande, on a aussi la disponibilité de droit, comme pour le PNM, accident, maladie grave, élever un enfant de moins de 12 ans, ça a été relevé à 12 ans l'an dernier, ou poursuivre son conjoint. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au PNM, eh bien, on a une disponibilité pour suivre un conjoint, mais là, cette fois-ci, elle est limitée. Hein, la limite à 10 ans, 2 ans de renouvellement, mais dans la limite de 10 ans. Ce qui n'est pas le cas pour le PNM, pour lequel il n'y a pas de limite. Euh, vous aurez effectivement le PowerPoint à la fin. Pas de souci, il sera transmis à la NFH sans faute. Donc, la disponibilité de droit pour suivre son conjoint, c'est une dispo de droit, effectivement. Donc, une dispo de droit, l'administration, l'établissement ne peut pas refuser. Par contre, pour suivre son conjoint, elle est limitée cette fois-ci pour le personnel médical, alors que ce n'est pas le cas. Pour le personnel non médical, elle peut être renouvelée ad vitam aeternam, comme on le voit très souvent. Alors, comme je vous le disais, la disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans eh bien, a été relevée. Avant, c'était 8 ans pour les fonctionnaires contractuels praticiens, et tout le monde bénéficie de ce relèvement-là. Pour toutes les périodes de disponibilité qui sont intervenues depuis 2019, depuis la loi du 6 août 2019, la loi de transformation de la fonction publique, eh bien, on retient dans la limite de 5 ans pour l'ensemble de la carrière la période qui a été accomplie dans le cadre de cette disponibilité pour ne pas qu'il y ait un retard en matière d'avancement du praticien. Ce sont des éléments qui permettent au praticien de rester plus proche de sa famille, mais aussi de ne pas avoir de retard dans le cas où il prend en compte les charges de famille. Et chez les médecins, comme dans d'autres catégories socio-professionnelles, on ne déroge pas à la règle. Hein. Les congés parentaux ou les disponibilités pour élever un enfant sont en général pris à 90% par des femmes. Et c'est pourquoi, pour éviter que les femmes subissent un retard de carrière trop important, puisqu'on parle de différence de traitement et qu'on parle d'inégalité salariale, même dans la fonction publique, eh bien, le fait de pouvoir laisser aux personnes qui prennent en charge le congé parental un maintien du droit à avancement dans les limites de 5 ans, c'est-à-dire en 9 ans de congé parental, et bien sur ces 9 ans, j'aurai 5 ans qui seront pris en compte, et non pas comme auparavant, 1 an plus la moitié des années suivantes. Voilà. Donc, dans la limite de 5 ans, ce qui est intéressant, si on a moins de 3 enfants et qu'on prend moins de 3 ans de congé parental pour chacun d'eux, mais moins intéressant si on prend plus. Quand même un minimum de compensation des inégalités, en tout cas, qui est poursuivi par cette disposition.
En sachant qu'en plus, eh bien, comme pour tous les autres, le congé parental est aujourd'hui modulable, bien plus qu'auparavant. Auparavant, c'était minimum 6 mois. Aujourd'hui, c'est minimum 2 mois de congé parental, ce qui permet aussi aux mères ou aux pères, si c'est eux qui en bénéficient, bien entendu, de mesurer ce qu'on attend d'eux en congé parental, hein. Pour l'avoir vu, euh, ça ne semble pas facile non plus tous les jours. Et c'est aussi impossible de se rendre compte à l'avance, je pense, de ce qu'il en est de cette période. Bref, on a effectivement, en matière de congé parental aussi, des éléments intéressants dans ce point-là. Mais pour revenir sur la disponibilité, comme je vous le disais, la disponibilité, notamment pour convenance personnelle, qui peut être prise dans la limite de 10 ans, eh bien, donc à la base 3 ans, renouvelable tous les 3 ans, et dans la limite de 10 ans, permet aussi cette dispo pour convenance personnelle de faire bénéficier aux praticiens d'un avancement dans la limite de 5 ans, de la même façon que les dispositifs qu'on vient de voir. Et d'ailleurs, pour tous les cas de disponibilité, hein, c'est pas que la dispo pour convenance personnelle, tous les cas de disponibilité qui permettent aux praticiens, en fin de compte, d'exercer une activité professionnelle. Dès lors qu'il est placé dans une position de disponibilité qui lui permet d'exercer une activité professionnelle, eh bien, il va pouvoir, soit dans le cadre d'une activité salariée, soit dans le cadre d'une activité indépendante, prouver qu'il a travaillé sur une quotité de temps de travail, donc soit 600 heures par an pour l'activité salariée, soit eh bien, qui lui a permis de bénéficier d'un revenu qui lui permet de valider 4 trimestres au régime de retraite en activité indépendante. S'il prouve l'un ou l'autre, eh bien, il va pouvoir bénéficier pendant sa disponibilité d'une prise en compte de son avancement. Donc, il va pouvoir continuer à avancer en échelon alors même qu'il est en disponibilité et que on connaît, hein, la conséquence principale de la disponibilité, c'est d'avoir donc ni rémunération, mais ne pas avoir non plus ni droit à avancement, ni droit à pension. Donc, si l'objectif premier de la disponibilité, c'est ça, par l'objectif, la conséquence première de la disponibilité, c'est effectivement cette situation-là, et bien, du coup, derrière, le praticien pourra quand même bénéficier de son avancement si jamais il mesure d'établir certains documents. Voilà. On peut avoir certains documents qui vont être fixés à l'origine, hein. Euh, Comme là, je prends exemple sur l'arrêté juin 2019 dans la FPH que vous connaissez, j'imagine, pour le PNM. Euh, Dans chacun des versants, on en a un aussi, qui reste peu ou prou sur les mêmes bases. Pour l'activité salariée, sur la base des bulletins de salaire du contrat de travail, eh bien, on pourra déterminer si le praticien a exercé 600 heures. De la même manière, pour l'activité indépendante, une justification d'immatriculation ou un CABIS, eh bien, permet aussi de s'assurer de cet élément-là, à l'appui aussi du dernier avis d'imposition. Et le 31 mai suivant l'année au cours de laquelle eh bien, le praticien demande à ce que son avancement soit pris en compte, il va devoir transmettre ces éléments pour que l'administration puisse déterminer son avancement d'échelon pendant cette période-là. Alors bien sûr, comme la plupart des établissements le font aujourd'hui, ce sera plutôt une prise en compte au moment de la réintégration, pas nécessairement au moment de la transmission des éléments en cause. Enfin, plutôt au moment euh, de la réintégration du praticien au sein des services. Alors, voilà en matière de position administrative ce qu'on peut en dire de ces différents éléments. Au-delà de ça, eh bien, on va pouvoir se pencher aussi sur quelque chose qui ne manquera pas de nous faire revenir sur une autre disposition qu'on a pu voir un peu plus tôt dans la matinée, c'est eh bien la mise en place d'un autre système, encore une fois au bénéfice ou au détriment du praticien hospitalier, c'est la mise en place d'un entretien professionnel annuel. Alors, pas vraiment de lien avec les différentes positions administratives et ce qui a pu générer un impact sur la carrière des praticiens hospitaliers en matière de position administrative. Mais par contre, là aussi, on a un gros enjeu, hein, parce que, eh bien, comme je vous le disais, en matière d'entretien probatoire,
notamment, on peut avoir des réticences qui peuvent s'entendre tout à fait logiquement. Hein. C'est que forcément, si certains d'entre vous travaillent déjà auprès d'un service de personnel non médical, eh bien, vous devez savoir que le lien de subordination n'est pas le même entre un personnel médical et un personnel non médical. Et donc, c'est pour ça, mettre en place un entretien professionnel annuel, faut pas l'entendre du tout comme on le fait pour le personnel non médical. Hein, on est vraiment sur un entretien qui, d'ailleurs, ne doit pas, et ça, je vous le recommande, hein, ne doit pas faire figurer le terme d'évaluation. À aucun moment, on est dans le cadre d'une évaluation de l'activité du praticien. Hein. On est dans le cadre d'un entretien professionnel, hein, qui concerne l'activité menée par le praticien, mais on n'est pas dans le cadre d'une évaluation diligentée par un supérieur hiérarchique. Donc, on reste toujours dans cet esprit de compagnonnage. Donc, ce n'est pas un entretien d'évaluation, c'est un entretien annuel qui va porter sur l'exercice des fonctions par le praticien et son chef de service ou chef de pôle va pouvoir eh bien, étudier si l'exercice des fonctions du praticien correspond à ce qui avait été prévu à l'origine, mais aussi va lui permettre de tracer son activité. Je vous l'ai dit, on en a parlé, et à l'origine, c'était ça un petit peu le point déclencheur, c'est que le praticien hospitalier va aujourd'hui avoir la possibilité d'avoir communication d'une fiche de poste, enfin un profil de poste. Dès lors qu'un poste est vacant dans un établissement, il peut demander à l'établissement le profil de poste qui va identifier eh bien, les différentes activités souhaitées sur ce poste-là, avec notamment des quotités de temps de travail réservées aux missions cliniques, non cliniques, institutionnelles, etc., activités d'intérêt général, qui vont permettre de savoir exactement quels sont les besoins, les appétences, les envies, etc., du praticien. Et il le saura dès l'établissement du profil du poste qu'il aura obtenu en le demandant à l'établissement. Donc, il saura un petit peu à quelle sauce eh bien, il voudra être mangé pendant sa carrière au sein de l'établissement. Et pour savoir exactement si c'est quelque chose qui lui convient, on a d'abord éventuellement l'entretien probatoire, mais aussi cet entretien professionnel annuel qui va permettre de tracer tout ça. Si je puis aussi donner peut-être un argument supplémentaire à ça, c'est la possibilité de se dire eh bien, que l'entretien professionnel annuel, qui n'est donc pas un entretien d'évaluation, c'est l'occasion aussi de se dire que eh bien, on va valoriser l'activité des praticiens. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours s'ils ont une activité institutionnelle, de chef de service, administrative, etc. Ils en ont, on le sait, mais ils la font un petit peu tout le temps quand ils ont le temps. Là, ça permet de tracer ça. Hein, de dire, voilà, j'ai fait tant, et son chef de service ou du pôle pourra dire, c'est vrai, vous avez fait tant, et au moins, ça sera souligné. Hein, donc, tout à fait possible. Euh, alors, pour eh bien, la NFH, a priori, je ne sais pas si elle a prévu d'adapter le module GPMC. Oui, pour Albi, hein, pas de souci. Module GPMC de GSForm comme support d'évaluation. Euh, Encore une fois, hein, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Hein, on n'est pas sur de l'évaluation. Après, ce serait bien de pouvoir en faire quelque chose sur le logiciel, mais comme ça a du mal à être intégré par les praticiens, ils sont vraiment réticents à la mise en place de ce système-là. Peut-être qu'on va rester sur un modèle plus artisanal pour l'instant et voir après si effectivement on en fait quelque chose. Je sais pas, j'ai pas d'option là-dessus. Alors, après, euh, effectivement, si on met en place alors pas une évaluation, hein, on est plutôt sur là une sorte de comparaison, ce qui est un peu parfois hypocrite, hein, c'est-à-dire, eh bien, c'est vraiment être sur tout simplement le fait que on n'attendait pas forcément quelque chose du praticien à l'origine, hein, c'est-à-dire, on va pas aller sur le terrain de lui dire, voilà, on attendait cet élément de vous.
et du coup, vous n'avez pas atteint un objectif. Hein, ça ne va pas être exactement de cette manière-là qu'on va le mener pour le praticien hospitalier comme on le fait pour un personnel non médical. On va plutôt être sur quelque chose de plus sobre, où va être identifié. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une trame, n'hésitez pas. Hein, là aussi, quelque chose de sobre qui puisse permettre de remplir rapidement pour éviter la lourdeur administrative et pour laisser aux praticiens cette atmosphère, cette philosophie de compagnonnage qui est la leur et de guide, d'accompagnement de leur père, qui est très importante. Je pense qu'effectivement, on doit rester dans cette optique-là. Et donc, dans cette optique-là, eh bien, on va décrire les missions. On ne va pas aller sur la base d'un objectif qui nous permette d'évaluer un objectif. C'est encore une fois pas un entretien d'évaluation. Mais on va plus se concentrer sur ce qu'il fait, ce qu'il réalise comme activité et sur ce qu'il a envie de faire éventuellement à l'avenir. Bon, vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. C'est beaucoup plus simple que un entretien mené à l'égard d'un personnel non médical pour lequel on a effectivement cette notion d'évaluation. Hein, donc, on n'a pas forcément ces éléments, même j'ai envie de dire, hein, on a des objectifs à venir et des souhaits d'évolution, mais après on va juste constater, non pas qu'il remplit ou pas les objectifs, mais plutôt le fait que, eh bien, il a été dans ce sens-là, il a voulu faire ça. Point. Hein, on en reste sur quelque chose de très sobre, et je pense que c'est pour des raisons de communication aussi et d'acceptation par les responsables en cause. Alors, comme je vous le disais, eh bien, l'entretien est conduit par le chef de service. Si c'est un chef de service qui doit faire l'objet de cet entretien, c'est le chef de pôle. Si c'est un chef de pôle qui doit faire l'objet de l'entretien, c'est le président de la commission médicale d'établissement. Effectivement, quelqu'un posait la question, qui réalise l'entretien du PCME? Là-dessus, on n'a pas de réponse réglementaire. On n'a pas de réponse réglementaire, mais eh bien, à voir en fonction des établissements. Pour certains, c'est le directeur de l'établissement. Voilà, moi, je suis plutôt contre cette option-là. Il y en a qui la retiennent ou qui souhaitent la retenir. Je suis plutôt pas trop d'accord et les praticiens sont plutôt pas trop d'accord non plus avec cette option de permettre l'entretien annuel du président de la CME par le directeur d'établissement parce que le directeur d'établissement, eh bien, occupe des fonctions administratives pures et donc n'a pas forcément, même s'il a autorité sur l'ensemble de son personnel, là-dessus, en matière notamment fonctionnelle, l'autorité ne sera pas forcément reconnue. Alors, donc, c'est pour ça que je suis plus favorable au fait de basculer sur un autre système interne à avoir. Moi, à mon avis, le fait d'avoir un entretien annuel, puisque en plus, on n'est pas dans le cadre d'une évaluation, on est dans le cadre du bilan pour tracer les missions cliniques et non cliniques, savoir quel est les souhaits pour l'année en cours, etc. Si le PCME a des souhaits particuliers, eh bien, il peut les exprimer aussi à un de ses pairs. Donc peut-être éventuellement, alors le texte ne dit rien, mais peut-être envisager que ce soit un de ses pairs parmi les plus anciens, doyens, etc., qui pourra accomplir cet entretien professionnel annuel, qui n'est, encore une fois, pas un entretien d'évaluation, hein, mais vraiment quelque chose qui permette particulièrement de savoir ce qui a été accompli par le praticien, de tracer, de valoriser aussi potentiellement son activité. Hein. Ça permet de valoriser son activité, qu'on soit bien conscient de ce qu'il exerce au quotidien. Et à la suite eh bien, de cet entretien, un compte-rendu en est dressé et ce compte-rendu doit être archivé. Là aussi, deuxième point un peu sensible, c'est que les médecins ne veulent pas, forcément, on peut les entendre, que eh bien, les archives qui retiennent des bilans qui ont été effectués sur les années précédentes soient stockés dans le bureau des affaires médicales. Voilà, ils sont moyennement friands de cette option-là, mais c'est aussi quelque chose qui est prévu. Hein. Donc, à mon sens, effectivement, il va falloir accepter cet archivage, mais ce qui va avoir une conséquence aussi sur la dimension du compte-rendu, c'est-à-dire avoir quelque chose d'assez simple pour permettre de le stocker rapidement, qu'il n'y ait pas trop d'informations, qu'ils n'aient pas le sentiment que ce soit à leur détriment, etc. etc. Alors, donc, voilà. Quelque chose d'assez compliqué. Bon, si vous avez besoin, n'hésitez pas
je peux toujours vous transmettre aussi une proposition de trame sur ces différents éléments d'entretien professionnel qui n'est encore une fois pas une évaluation. Euh, alors, j'ai une question là-dessus. On revient rapidement sur l'entretien professionnel annuel. Une prime liée à l'atteinte des objectifs. Alors, pour le praticien hospitalier, on n'a pas de prime liée à l'atteinte d'objectifs, mais par contre, pour le praticien contractuel motif 2, effectivement, il y a une part variable de rémunération qui va être soumise à l'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs identifiés dans le contrat et d'ailleurs identifié aussi dans les documents transmis à l'ARS si jamais le recrutement du motif 2 n'est pas prévu par le CEPOM. Et donc, effectivement, là, c'est l'atteinte de l'objectif qui conditionne le versement de la prime. Hein. C'est-à-dire même la possibilité pour un motif 2, donc un contractuel, on n'est pas dans le cas des praticiens hospitaliers titulaires, hein, mais si jamais le praticien contractuel motif 2 n'atteint pas ses objectifs, on ne lui verse pas sa part variable de rémunération. Hein, donc, ou on peut même, si on l'a mensualisé, eh bien, générer un trop perçu. C'est quelque chose qui peut être envisagé sur cette base-là. Alors, poursuivons sur les différentes activités des praticiens hospitaliers, notamment l'activité d'intérêt général, réservée aux praticiens hospitaliers, bien entendu. Là, on est dans le cadre d'activité d'intérêt général, donc plutôt envisagé à l'externe. Hein, rien ne s'oppose au fait que ce soit en interne non plus au sein d'un établissement. Qu'est-ce qui définit ces activités d'intérêt général? Eh bien, ça va être des activités de soins, d'enseignement, de recherche, d'action de vigilance, de travail en réseau aussi. Hein, c'est ces éléments-là. Alors, ça se recoupe avec d'autres dispositifs qui existent, d'activités partagées notamment. Mais eh bien, l'intérêt d'aller sur le terrain d'activité d'intérêt général, c'est de pouvoir eh bien, derrière avoir d'une part une diffusion de la spécialité ou du rayonnement médical sur un territoire déterminé, une mission de conseil, d'appui aussi, ou auprès d'établissements un peu isolés. Donc on peut avoir ça de prévu. Et puis le deuxième intérêt, plus le praticien aussi, c'est d'avoir une rémunération qui va être fixée sur la base de cette convention d'activité d'intérêt général et qui va être intégrée dans ses obligations de service. Donc on va savoir exactement le praticien hospitalier, la durée ou la quantité de temps de travail qu'il consacre à cette activité d'intérêt général qui va être formalisée sur la base d'une convention. Réservée aux praticiens hospitaliers, hein, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, auparavant, hein, l'activité d'intérêt général était réservée aux praticiens hospitaliers dès lors qu'ils exerçaient à temps plein. Désormais, un praticien hospitalier qui est à un minimum de 80% de temps de travail hebdomadaire va pouvoir travailler sur une activité d'intérêt général. Par contre, eh bien, son temps de travail consacré à cette activité d'intérêt général sera réduit à due proportion de sa quantité hebdomadaire de temps de travail. Donc, en bref, si eh bien, le praticien exerce à 100%, il pourra exercer en activité générale sur un temps de travail en moyenne sur le quadrimestre de demi-journée hebdomadaire. Ce qui aussi eh bien, va avoir des conséquences sur une éventuelle activité libérale du praticien hospitalier, s'il en a une. C'est que si il est à 100% et qu'il exerce 2 demi-journées d'activité d'intérêt général, il ne pourra pas avoir d'activité libérale. Si par contre il est par exemple à 80%, eh bien, il pourrait avoir cette activité libérale en sus de son activité d'intérêt général. C'est juste qu'elle sera réduite parce que l'activité d'intérêt général sera d'une demi-journée maximum par semaine, en moyenne, encore une fois, sur le quadrimestre. Et comme le praticien ne peut exercer une activité libérale qu'à hauteur de 20% de son activité hospitalière, eh bien, du coup, comme il est à 80% et qu'il exerce une activité d'intérêt général d'une demi-journée maximum, ce sera aussi eh bien, une demi-journée par semaine d'activité libérale pour le praticien hospitalier. Alors,
Au-delà de ces éléments très matériels, très techniques, l'activité d'intérêt général en soi permet le développement d'activités externes à l'établissement, permet parfois aussi d'avoir un intérêt particulier pour l'établissement d'origine, l'établissement d'exercice principal du praticien, c'est-à-dire permettre à certains usagers, à certains patients potentiels de pouvoir être soignés dans cet établissement alors qu'ils n'en avaient pas forcément l'idée, l'envie ou autre, mais d'être suivis par un praticien qui vient exercer dans un centre de santé plus proche de chez eux, mais qui, pour avoir recours à des installations plus importantes, va devoir faire amener ses patients dans l'établissement. Donc, ça peut être fait pour ça, puis ça peut être aussi pour diffuser, ça peut être pour plein de raisons différentes, mais qui sont toutes tournées vers l'intérêt général et qui sont en plus de ça soumises à l'autorisation motivée du directeur. C'est-à-dire que le directeur va pouvoir étudier la demande de réalisation d'une activité d'intérêt général au regard de la nature de l'activité envisagée, de la structure d'accueil, ce qu'il en est, etc. À voir comment est-ce que ça peut rentrer à la fois dans la définition de l'activité d'intérêt général, on va revenir dessus, mais aussi sur les besoins de l'établissement et de l'établissement de destination. Donc, le praticien devra donc fournir tout renseignement utile à l'appui de sa demande éventuelle, le temps qu'il va vouloir consacrer à l'activité, donc 2 demi-journées maximum par semaine, en moyenne sur le quadrimestre, bien entendu. La direction de l'établissement va être informée de ces éléments. On va inscrire sur le tableau de service, après avis du chef de pôle ou de service, ces différentes activités d'intérêt général pour que ce soit tracé et valorisé. Et puis après, l'entretien professionnel annuel servira aussi à savoir si effectivement on est bien dans cette dimension d'activité d'intérêt général et que la quantité de travail correspond à ce qui avait été fixé à l'origine. Donc pas des objectifs, plutôt un traçage, une transparence dans l'activité exercée par le praticien. Et donc, on va pouvoir passer une convention tripartite, donc entre le praticien, l'établissement et l'établissement d'affectation, en tout cas pour la durée de l'activité d'intérêt général, avec une convention, somme toute, assez classique sur les éléments qui la composent, qui la constituent. Ce qui est important, c'est pas forcément la désignation des partenaires ou quoi, mais la description de l'activité et la durée de la convention, les conditions d'exercice aussi, savoir exactement ce qu'il en est, s'il y a des périodes de fermeture, alors que le praticien hospitalier, justement, est rémunéré sur la base de son activité d'intérêt général tout au long de l'année, mais qu'on a une fermeture à un moment dans l'année, il va falloir pouvoir éventuellement décaler sur le quadrimestre tous ces éléments. Est-ce qu'il y a des remboursements ou pas qui sont prévus dans le cadre de cette activité d'intérêt général? Parfois, on envoie des conventions à titre gratuit. C'est l'établissement d'origine qui paye l'activité d'intérêt général, en plus que de payer le temps de travail accompli par les praticiens. Donc, normalement, il y a effectivement ce remboursement qui va être effectué en rétrocession par l'établissement dans lequel est affecté le praticien hospitalier pour effectuer son activité d'intérêt général. Mais on va pouvoir identifier tous ces éléments dans la convention tripartite pouvoir rappeler ce que va accomplir au titre de cet intérêt général, l'intérêt général forcément tourné vers les usagers du service public, tourné vers une prise en charge des soins dans une structure particulière. Soins, enseignement, recherche, action de vigilance, etc., qui sont tout autant d'activités d'intérêt général qui vont pouvoir être exercées par le praticien, donc plutôt à l'extérieur de son établissement d'affectation. Pourquoi je vous précise justement plutôt à l'extérieur? L'activité d'intérêt général, a priori, rien n'interdit à ce que ce soit effectué à l'intérieur d'un établissement, mais on va plutôt se diriger vers l'extérieur parce que de l'autre côté, en interne, on a d'autres systèmes qui existent, et notamment les balances non cliniques. Les balances non cliniques qui vont être exercées en interne au sein d'un établissement, donc qui vont permettre à un praticien de diversifier un petit peu ses différentes tâches, puisque sur les balances non cliniques, on va plutôt non plus, comme l'activité d'intérêt général l'oriente un peu, être sur des fonctions de soins, donc cliniques, thérapeutiques, mais plus sur d'autres missions non cliniques. C'est pour ça qu'on parle en général de diversification
pour ces valences non cliniques, c'est-à-dire le praticien va pouvoir avoir des missions différentes, plutôt variées, et va pouvoir exercer, et sur la base aussi d'une volonté de relancer un peu la motivation des praticiens, hein, c'est-à-dire le fait de diversifier leur activité, leur permettre d'accomplir certaines missions de responsabilité institutionnelle, ça peut aussi relancer la motivation des praticiens concernés. Donc, c'est un peu l'objectif de ces valences non cliniques. Et aussi la reconnaissance, encore une fois, là aussi, il y a une certaine forme de transparence, puisqu'à l'occasion de l'entretien professionnel annuel, on va pouvoir relever quelles sont ces valences non cliniques exercées par les praticiens hospitaliers. Ça peut être des responsabilités institutionnelles, au sein des instances, notamment la CME, les responsabilités managériales, chefferie de pôle aussi, hein, donc on peut tracer ces éléments-là, participation à des démarches collectives, des contributions à l'enseignement de la recherche aussi, vous voyez, assez proche de l'activité d'intérêt général quand même, mais on reste sur quelque chose de plus interne qui est défini au sein de l'établissement et qui est par contre, pour le coup, bien identifié. C'est-à-dire que désormais, à travers cette on va dire, intronisation des valences non cliniques, eh bien, ça nous permet de bien tracer l'activité du praticien. Le praticien va exercer telle ou telle activité institutionnelle, managériale, collective ou de recherche, eh bien, on saura combien de temps il va consacrer à cette activité-là. C'est l'objectif. Combien de temps il consacre eh bien, alors, combien de temps il y consacre en sachant que c'est encadré hein, réglementairement, pas y consacrer non plus trop de temps. Mais par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le profil de poste, sur l'activité d'intérêt général, sur l'entretien annuel, eh bien, on va avoir aussi une traçabilité qui va être permise. C'est-à-dire qu'à la base, on a un cadre de quantité de temps de travail qui peut être exercé sur le modèle d'une balance non clinique. Et ensuite, eh bien, le praticien va pouvoir en prendre ou pas en fonction de ses appétences, de ses compétences et de ses envies. Comme vous le voyez là, pour toutes ces activités-là, le praticien hospitalier temps plein va pouvoir bénéficier d'une valence de droit. C'est-à-dire qu'au moins, s'il a une activité managériale ou institutionnelle, on le sait, ils vont consacrer en général plutôt du temps sur leur pause déjeuner, le soir, etc. Aujourd'hui, on a une possibilité d'aller sur le terrain d'une balance de droit, donc c'est-à-dire une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre. Le praticien hospitalier va pouvoir consacrer cette demi-journée-là à du travail plutôt administratif. C'est bien parce que ça permet de dégager du temps. Mais le problème, c'est que derrière, si vous avez 10 praticiens hospitaliers qui bénéficient chacun d'une balance de droit, d'une demi-journée par semaine, vous avez 10 demi-journées dans une semaine en moyenne sur le quadrimestre qui sont libérées, donc à temps plein, en fait. Donc ça veut dire que si vous avez au moins 10 praticiens hospitaliers qui prennent une balance non clinique d'une demi-journée par semaine, derrière, il faut pouvoir recruter un praticien hospitalier à temps plein, ce qui n'est pas la chose la plus courante ces derniers temps, comme j'imagine, vous le savez bien. Donc, voilà, on a cet impact de l'autre côté qu'il faut pouvoir anticiper. Donc, bon, même si voilà, on a la mise en place d'une traçabilité de ces valences non cliniques, donc de ces activités non cliniques, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va pouvoir être aussi abondamment utilisé, notamment parce que ça peut créer des conséquences sur la perte d'activité au sein des établissements, ce qui, dans le contexte de ces derniers temps, peut être compliqué à prendre en compte. Mais au moins, il y a cette traçabilité possible. En plus, en sachant que pour le PH, s'il a une valence non clinique d'une demi-journée par semaine en moyenne de droit, eh bien, il peut aussi bénéficier d'une demi-journée supplémentaire par semaine sur demande. Alors, donc, soumise aux nécessités du service, comme tous les autres praticiens aussi, notamment contractuels, qui peuvent bénéficier aussi d'une valence, mais pareil, soumise aux nécessités du service, hein, donc il faut en faire la demande et il faut que ce soit accepté par son administration. Et donc, ces valences non cliniques, de la même façon que l'activité d'intérêt général, elles sont inscrites dans le tableau de service, elles vont pouvoir être tracées, on va pouvoir le savoir, elles ne sont pas rémunérées comme l'activité d'intérêt général, puisque c'est au sein de l'établissement qu'on effectue, par contre, voilà, elles sont valorisées, tracées, elles permettent de dégager aussi
du temps de travail en termes de demi-journée. Et elles font aussi l'objet d'une sorte d'évaluation, hein, c'est-à-dire est-ce que au moins le praticien a pu accomplir certaines balances en clinique pour lesquelles soit il a été recruté, soit pour lesquelles il s'était engagé à exercer certaines missions. Donc on va pouvoir aussi se pencher sur cette situation-là à l'occasion de l'entretien professionnel annuel. En sachant que pour l'attribuer, hein, ces balances non cliniques aux praticiens, bon, voilà, on va mettre en place une procédure au sein du service ou de l'établissement. L'établissement, hein, c'est mieux, ou carrément à l'échelle du GHT, dans le projet d'établissement, on va pouvoir envisager la procédure d'attribution de ces balances en clinique pour permettre la diversification des tâches exercées par les praticiens hospitaliers ou non, qui puissent permettre aussi à tous de participer à l'activité institutionnelle de l'établissement, en sachant bien sûr que c'est sur une base d'équilibre et d'équité qu'on va pouvoir les attribuer, que ce ne soit pas tout le temps les mêmes et que ce soit très réparti en fonction des envies et des besoins aussi des praticiens concernés. Hein. Là aussi, on peut avoir certaines limites sur cette base-là. Forcément, c'est quelque chose d'important. Voilà pour ces valences non cliniques qui ont leur importance, bon, pour qu'elles soient tracées, qu'elles soient bien identifiées au sein des établissements. Alors, je voulais aussi pouvoir vous parler d'une chose, vu le temps qui nous reste, on pas forcément énormément de temps, mais je le précise que vous le sachiez, pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qui est intégré ou à intégrer dans l'esprit de la réforme, mais c'était plutôt le régime disciplinaire des praticiens pour qu'on ait à l'esprit ces choses-là. Je vous montre tout de suite le tableau qui résume mon propos précédent, où eh bien, sur l'échelle de sanctions applicables aux praticiens hospitaliers, on peut voir, contrairement au régime disciplinaire applicable aux autres praticiens sous contrat, les assistants, les contractuels, les attachés, hein, même si les attachés n'existent plus, mais il peut y en avoir encore dans vos établissements qui sont notamment au CDI, pourquoi pas. Et voilà, contrairement à tout cela, vous le voyez, hein, le titulaire, donc le praticien hospitalier, quand il doit faire l'objet d'un avertissement d'un blâme, on est déjà dans une décision motivée du directeur général du CNG. Si on va sur le terrain des autres sanctions, ça reste le CNG qui va devoir prendre sa décision après avis de son conseil de discipline auprès du CNG. Hein. Donc avec toujours cette autorité investie pour la nomination qui va être responsable de tout ça. La seule solution en général quand un établissement rencontre une difficulté avec un praticien hospitalier, hein, donc l'autorité d'investi pour la nomination qui est le CNG, eh bien, c'est de suspendre éventuellement des activités thérapeutiques, ce praticien hospitalier, parce que c'est une compétence du directeur d'établissement, ce qui peut être fait de manière illimitée. Hein, il n'y a pas de limite de temps à cette suspension des activités thérapeutiques, mais ça peut permettre d'éviter de passer par la procédure disciplinaire classique, et notamment le CNG et son conseil de discipline. Bon. En la matière pour que on soit tous au clair. Et je voudrais finir avec un dernier élément qui va revenir plus proprement sur la réforme de février 2022, c'est le dispositif de non-concurrence. Le dispositif de non-concurrence qui a été mis en place par cette réforme de février 2022 et qui eh bien, permet d'envisager notamment le cumul ou pas d'activité du praticien hospitalier. Alors, au-delà de tous les dispositifs, hein, si il a une ISPE, du coup, on sait qu'il y a une durée de convention qui va empêcher le praticien d'exercer une activité notamment libérale, etc. Bon, très bien. Mais si le praticien hospitalier veut justement pouvoir exercer une activité rémunérée en dehors de son activité principale, il peut éventuellement l'envisager sur la base d'une déclaration préalable aujourd'hui auprès du directeur d'établissement d'affectation. C'est-à-dire que le praticien qui, en plus de ça aussi, peut être en exercice entre une quotité de temps de travail hebdomadaire entre 50 et 90%, contrairement à avant où il était soumis au régime applicable au PNM, c'est-à-dire l'article 25 de la loi du 13 juillet 83, bien aujourd'hui, s'il est sur une quotité située entre 50 et 90% de temps de travail, il ne va plus
devoir requérir l'autorisation préalable, mais plutôt simplement le déclarer auprès du directeur de l'établissement. S'il exerce dans un autre établissement de santé, le praticien pourra exercer éventuellement, mais seulement en qualité de praticien hospitalier. Si jamais il déclare cette activité cumulée, le praticien hospitalier, l'établissement peut aussi s'opposer à la poursuite de cette activité-là. Alors, même si c'est qu'une déclaration préalable, cette déclaration préalable permet quand même de s'assurer du fait que le praticien n'exerce pas une activité qui ne peut pas être cumulée au regard des règles déontologiques de la profession. Et notamment, ce que le texte nous dit, c'est que ça peut être au regard des dispositifs et des critères mis en place dans le dispositif de non-concurrence. Mais quel est ce dispositif de non-concurrence? C'est par là que j'en finirai. Eh bien, justement, c'est que le dispositif de non-concurrence, c'est quelque chose qui peut être mis en place à l'échelle d'un GHT. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, c'est quelque chose de facultatif. Mais tout GHT, et c'est l'établissement support du GHT qui peut mettre en place ce dispositif-là, et qui va permettre aux bénéfices à l'égard des praticiens qui, tout statut, qui exercent un minimum de 50% de quotité de temps de travail hebdomadaire et qui quittent définitivement ou temporairement leur établissement, eh bien, dans le cadre de ce départ temporaire ou définitif, vont avoir un encadrement des activités qu'ils vont pouvoir exercer. Hein, c'est-à-dire que je suis un praticien, j'exerce 50%, peu importe le statut, je prends une disponibilité de mon établissement pour travailler en officine. Eh bien, je ne pourrai pas m'installer dans une officine qui sera située dans le rayon d'action du dispositif de non-concurrence. Et ces critères pourront permettre aussi de refuser de mettre fin à un cumul d'activités d'un praticien aussi. Enfin, même si le dispositif de non-concurrence, c'est vraiment pour ceux qui cessent temporairement ou définitivement, on peut utiliser ces critères établis dans le dispositif-là pour bien remettre en cause le cumul d'activités du praticien. Ce qui est assez logique, hein, puisque ce sont des critères qui vont permettre de relever éventuellement les éléments d'anticoncurrence, tout ça. Puisque comment est-ce qu'on les prévoit? Quand un praticien hospitalier donc, qui quitte temporairement ou définitivement risque d'entrer en concurrence directe avec son établissement public d'origine, eh bien, on peut lui interdire d'exercer cette activité rémunérée dans un champ précis, cabinet libéral, laboratoire de biologie médicale, officine de pharmacie. Hein. Et eh bien, ça va être sur un territoire déterminé, hein, c'est-à-dire sur la base des propositions de tous les directeurs, en fonction des spécialités qui sont exercées dans les établissements, etc., sur le territoire. On va mettre en place les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, avec notamment la possibilité de mettre un périmètre maximal en termes de distance, de 10 km par exemple autour de l'établissement, et une durée aussi dans le temps de 24 mois. Si jamais le praticien ne respecte pas l'ancien praticien, hein, puisqu'il est en départ temporaire ou définitif, si jamais il ne respecte pas ce dispositif mis en place au niveau de son GHT, eh bien, il peut faire l'objet d'une sanction financière, comme vous le voyez, hein, d'un maximum de 30% de ses émoluments des 6 derniers mois. Et bien sûr, il fera l'objet quand même aussi de certaines garanties procédurales avec un contradictoire qui va être respecté, un entretien au moins 15 jours avant avec le défenseur de son choix et une notification directe par le directeur. Ça, c'est le dispositif de concurrence qui peut être mis en place à l'échelle des GHT. Hein. Pour l'instant, j'en ai vu 2. Accompagné à la mise en place de 2 dispositifs de concurrence. C'est intéressant parce qu'en fonction des territoires, en fonction des spécialités, les attendus ne seront pas les mêmes et les limites ne vont pas être fixées de la même façon. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de très intéressant. Et puis après, qui peut vous permettre de faire reposer des règles aussi en matière de cumul d'activités, puisqu'on va avoir la possibilité de reprendre certains des critères du cumul d'activités, enfin de dispositif de non-concurrence, pour demander à un praticien de cesser son cumul d'activités, si jamais il risque aussi d'entrer en concurrence avec son établissement d'origine, par son établissement principal.
hein, puisque sera dedans aussi. Hein. Donc, si on interdit à un praticien hospitalier qui est en disponibilité ou qui a quitté la fonction publique d'exercer dans un périmètre, eh bien, il serait difficile, d'un point de vue de cohérence, de ne pas poser cette même interdiction à un praticien qui exerce au sein de l'établissement, qui est en cours d'exercice au sein de l'établissement. Sauf si c'est dans le cadre de l'exercice d'une activité partagée. Et on peut aussi limiter à certains statuts. Hein. On peut aussi se dire que bon, bah, les assistants ne sont pas concernés par cette interdiction-là, parce qu'ils sont encore en développement de leurs compétences et de leur autonomisation. Je vous remercie pour ces 2 heures d'attention. J'espère que vous avez pu avoir certaines informations qui vous seront utiles. Alors, ça reste un webinaire de 2 heures sur le sujet, mais c'est important de pouvoir représenter tous ces éléments sur les praticiens hospitaliers. C'est dans un cycle plus global.